Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Comme toutes les 2 semaines, je suis avec Marc Toiti pour ce podcast. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours. Il y a beaucoup d'actualités justement à décortiquer, donc on est là pour vous. Oui, effectivement, beaucoup de statistiques macro, hein. On a eu donc aux États-Unis le PIB pour le premier trimestre, première estimation. On va y revenir sur les stats aux États-Unis, la France bien évidemment aussi, avec une situation hein, finalement qui continue de s'empirer. Zone euro, la croissance a remonté un petit peu. On va y revenir avec toi, Marc. Et puis on va terminer comme à chaque fois avec les marchés. On va revenir sur les cours du pétrole hein, qui ont enfoncé un plus bas hein, de 4 ans. L'or qui continue, alors même si ça stabilise, continue de grimper et est terminé par les marchés boursiers qui ont entamé une remontée. Alors pour démarrer, Marc, on va parler bien des États-Unis. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on s'attendait, on l'avait évoqué il y a 15 jours, à un petit ralentissement américain, mais là il y a eu une mauvaise surprise, c'est-à-dire que le PIB américain a chuté, c'est la première baisse donc depuis le premier trimestre 2022. Donc là on voit sur ce graphique effectivement, il y a une toute petite baisse, donc c'est moins 0,06% en rythme trimestriel, donc ça fait moins 0,3% en rythme annualisé. Vous savez que les Américains font des calculs annualisés, donc voilà, c'est un petit détail technique, mais bon, toujours est-il qu'on a ce ralentissement. Alors, à quoi est due cette baisse du PIB? En fait, elle est très technique, c'est très simple, c'est que en anticipation justement des droits de douane, eh bien beaucoup d'industriels américains, d'entreprises américaines au sens large, ont importé massivement des produits de l'étranger, notamment de Chine, donc avant que les taxes n'arrivent. Donc, ce qui fait qu'on a eu un phénomène assez incroyable, je le lis sur le graphique suivant, où les importations ont tout simplement explosé. Et comme vous le savez, les importations, ça contribue négativement à la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, quand les importations augmentent, ça enlève du PIB. Donc là, on voit les importations, c'est la courbe bleue, donc la courbe rouge, pardon. Donc on voit les chiffres, hein, 41,3% d'augmentation des importations. C'est quelque chose de assez phénoménal. Évidemment, on avait vu ça pendant le coronavirus, mais c'était la suite de la baisse pendant le confinement. Donc c'est des niveaux qu'on a quasiment jamais atteints, si ce n'est après les phases de récession. Donc ça pour montrer que comme ces importations ont explosé, alors que les exportations ont très légèrement augmenté, et finalement là on a la contribution négative du commerce extérieur. Si vous enlevez l'effet importation, tenez-vous bien, la croissance américaine a été quasiment de 4,5%. Donc vous voyez que c'est complètement différent. On n'est pas à moins 0,3, on est à 4,5% en rythme annualisé, hors effet importation. Donc on est très très loin de la Bérésina. Et d'ailleurs, quand on regarde le détail des chiffres, on se rend compte que la dynamique intérieure est très forte. Là, on voit effectivement les chiffres de la consommation, par exemple. On est sur une croissance donc annualisée à 1,8%. Et sur l'investissement des entreprises, on est quasiment à 10% en rythme annualisé. Sur l'investissement en équipement des entreprises, on est à 22% de hausse. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que, et ça qui est très important, c'est qu'on a une dynamique intérieure qui est forte. Donc il y a les moteurs effectivement extérieurs qui n'étaient pas là au premier trimestre, que les importations ont flambé, donc ça a cassé effectivement la croissance américaine. On aura un effet de correction au deuxième trimestre, mais ce qui compte, c'est que ce qu'on appelle le rôle moteur de l'économie, c'est-à-dire l'investissement. Donc je vous rappelle que quand il y a de l'investissement, ça fait de l'emploi pour demain. Et donc, ça va maintenir un taux de chômage de plein emploi. On a vu les chiffres vendredi dernier, taux de chômage à 4,2%. Donc, c'est pas si mal, c'est toujours le plein emploi. Donc tout ça pour dire que la dynamique intérieure reste forte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de signe de récession aux États-Unis. Donc on aura quand même un redémarrage au deuxième trimestre. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais par contre, c'est vrai que comme on a eu cette petite baisse du PIB, la Réserve fédérale américaine va peut-être quand même baisser un petit peu les taux d'intérêt, d'autant que, et ça c'est un peu plus inquiétant, ça c'est les chiffres des directeurs d'achat, l'indicateur composite, regardez bien, on est à 50,6. Juste au-dessus, c'est la courbe rouge, hein. Donc juste au-dessus de la barre des 50. Et comme vous le savez, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc là, c'est quand même très inquiétant. Indicateur composite, donc tout secteur confondu, industrie, services, construction, etc. On est vraiment à la frontière avec la baisse de l'activité. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant.
Moi, je pense qu'il y a quand même un rebond au deuxième trimestre et surtout au deuxième semestre 2025. Donc, pas d'inquiétude. J'ai une croissance qui sera quand même autour des 1,8-2% en moyenne annuelle outre-Atlantique. Mais, notamment pour ce soir, hein, la Réserve fédérale pourrait baisser un petit peu le taux d'intérêt et le faire une ou deux fois encore de 25 points de base au Mm. cours des prochains mois. Donc, ça, c'est plutôt, entre guillemets, la bonne nouvelle. C'est que d'ailleurs, les marchés, on en parlait tout à l'heure, ont plutôt bien pris cette baisse du PIB, hein. Même le dollar s'est même légèrement apprécié. Donc pour dire que finalement, ils ne sont pas plus inquiets que cela. Donc ce qui maintient qu'on a une croissance américaine qui sera quand même autour des 2%. Donc c'est ça vraiment la vraie news. Malgré cette baisse du PIB qui est un petit peu technique, on va dire, Mm. on a néanmoins une croissance américaine qui reste appréciable. Je ne vais pas dire D'ailleurs, solide, mais appréciable. D'ailleurs, on enregistre d'ailleurs ce podcast hein, juste avant la réunion de politique monétaire de la Fed. On anticipe un statu quo. Est-ce que tu penses que la Fed va prendre le pas de baisser ses taux lors de cette réunion ou alors on va plutôt... Alors voilà, c'est ce que je dis, ce que je dis à l'instant, c'est Hmm, qu'effectivement, comme on a cette baisse du PIB qui était quand même tout à fait. inattendue, elle pourrait quand même faire une petite surprise. Alors peut-être Hmm, pas aujourd'hui, mais peut-être lors peut-être. du prochain FOMC. Hmm, Et sachant que le gros problème, c'est que l'inflation, elle reste toujours élevée. Et j'avais évoqué il y a 15 jours, c'est que l'erreur de Trump, la grande erreur, c'était pas les droits de douane, ça a été justement le dollar. C'est-à-dire que le fait de dire je veux hmm, un dollar faible, là, il a quand même cassé la confiance. Et surtout que lorsque le dollar baisse, ça fait augmenter les prix des produits importés, donc ça fait augmenter l'inflation. ouais, tout à fait. Si l'inflation augmente, la Fed, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Donc c'est là, je pense qu'il faut qu'il se calme de ce point de vue-là. Et là, la Fed pourra, à ce moment-là, baisser les taux d'intérêt. Donc on peut avoir une surprise aujourd'hui, mais sinon, le prochain FOMC, il y aura une petite baisse des taux d'intérêt de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale. Hmm. On verra donc cela. Alors maintenant, on va parler de la France, hein, justement. Voilà, La France, on a eu beaucoup de statistiques macro et tout à fait. on a alors, comme tu dis, toute petite croissance qui cache bien évidemment la forêt de la récession qui guette. Voilà. Voilà, exactement. Là, c'est l'inverse des États-Unis, c'est-à-dire que là-bas aux États-Unis, on a eu une petite baisse du PIB, mais on l'a vu, c'est d'un point de vue technique. Et nous, c'est l'inverse. On a eu une petite hausse du PIB, Hmm, et 0,1% d'augmentation, c'est très faible, c'est les petits bâtonnets bleus. En rouge, c'est le glissement annuel à 0,8% qui s'est maintenu. Mais par contre, quand on regarde le détail des chiffres, alors là, c'est assez inquiétant. On regarde sur le slide suivant. On a effectivement un effondrement, je dis bien, du PIB hors stock. C'est-à-dire qu'on a eu un effet stock. Là, c'est l'inverse. Les stocks ont gonflé, hein. Donc ça, quand les stocks augmentent, ça fait augmenter le PIB. Mais si on voit la croissance, donc le PIB français hors stock, regarde bien, on est à moins 0,4% de baisse du PIB. Donc j'ai vérifié, on n'a quasiment jamais vu ça. C'est-à-dire, on a vu ça qu'à trois reprises depuis le début 2000. Pendant le Covid, évidemment, c'était spécial. Le premier trimestre 2014 et pendant la récession de 2008-2009. Donc hmm, c'est quand même un phénomène. Ça, si tu veux, quand on voit les moins 0,4% hors stock, c'est la situation effective de l'économie française. hmm, hmm. Parce que le plus 0,1, il est un petit peu factice, il est tiré par les stocks. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même, et aussi très inquiétant, c'est qu'on a quand même une baisse du PIB. Assez net pour le premier trimestre 2025. Et d'ailleurs, quand on regarde les autres chiffres, hein, les détails des comptes, la Ah, demande intérieure, mais on reste voilà, hmm, on a la consommation, on est à zéro. Investissement des entreprises, on est à moins 0,1, c'est-à-dire moins 2,7 en six hmm, trimestres. C'est énorme. Tu vois, c'est l'inverse des États-Unis. Là-bas, il y a un hmm, investissement d'entreprise qui est bon. Nous, ça s'effondre. Moins 2,7. Et alors, encore hmm. plus grave, évidemment, l'investissement logement des ménages, moins 0,3 sur un trimestre. Ça veut dire 16 trimestres, 15 trimestres, pardon, donc de décroissance. Regarde le chiffre, moins 18,4%. Ça, Hmm. c'est quand même énorme. On se rend compte de l'état de délabrement, malheureusement, du secteur du bâtiment. Exportation, moins 0,7. Alors, justement, je fais un petit graphique sur le slide suivant pour bien montrer l'évolution de l'investissement logement. Et regarde bien, c'est horrible. C'est-à-dire qu'on a donc moins 18,4% au cours des 15 derniers trimestres. Donc, même si on regarde sur longue période, ça s'effondre littéralement. Et là, on se rend compte qu'il y a un gros problème, c'est que le secteur du bâtiment, disons-le, a été sacrifié, hein, justement en termes sur l'autel des impôts, hein. On a maintenu l'IFI, par exemple, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Là, maintenant, vous voulez même augmenter la taxe d'habitation. Hmm. La taxe foncière a explosé. Donc, vraiment, on a l'impression que les dirigeants français ont tout fait pour casser l'immobilier.
et le bâtiment. Et malheureusement, ça a marché, hein. On voit ce Mm. chiffre horrible. Tu te rends compte quand même, 15 trimestres de baisse de Oui, oui. l'investissement en logement. On n'a Mm. jamais vu ça dans l'histoire de France. C'est inadmissible. On ne peut pas laisser un tel secteur. Et on connaît le dicton, hein, quand le bâtiment va, tout va. Et Mm. quand il ne va pas, rien ne va plus. Mm. Comment peut-on laisser un tel secteur qui est dynamique pour l'économie s'effondrer pendant aussi longtemps? Et le pire, c'est qu'on ne fait rien justement pour redémarrer. Alors là, c'est vrai que les taux d'intérêt ont un petit peu baissé au niveau de la Banque centrale européenne, mais Ouais. ça reste insuffisant. On voit que les taux longs, le taux de 10 ans, il se maintient à 3, autour des 3,2-3,3%. Donc évidemment, les taux pour le secteur immobilier ne baissent pas fortement. Donc, ce qui veut dire que là aussi, le Mm. secteur va continuer de souffrir malheureusement. Oui. Et on a Alors, vu si on d'ailleurs regarde d'ailleurs, les lois oui, dans le neuf aussi qui bien s'arrêtent. sûr. Voilà, on a beaucoup de Non, paramètres mais négatifs. Ouais. c'est ce que je te dis, c'est qu'on a l'impression que les dirigeants français font tout pour casser le secteur du bâtiment. Alors, Ouais. c'est quand même assez incroyable parce que, Mm. encore une fois, le bâtiment, c'est un secteur Mm. porteur, c'est un secteur d'avenir. On Mm. devrait on devrait faire le contraire, inciter nos jeunes à acheter leur résidence Et, principale. et Et on c'est fait exactement l'inverse. Donc, l'inverse. c'est vrai que des fois, ça fait un petit peu peur. On se dit ce que les dirigeants français, alors soit ils sont complètement incompétents, Mm. soit ils font exprès. Enfin, dans les deux cas, c'est très grave, quoi. Donc, je suis effectivement très inquiet, hein. On a vu encore en début de semaine, même si on ne parle pas de politique, évidemment, Mm. sur Tu sais. l'euro, mais c'est pas de la politique, c'est de la politique économique. Là, on Oui. nous dit on va faire un référendum pour Mm. voir si les Français veulent baisser le déficit. Mm. C'est pas sérieux, encore une fois, j'arrête pas de dire ce Mm. n'est pas sérieux. J'ai Oui. même fait un t-shirt, hein, si vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas sérieux, parce qu'évidemment, on m'a dit, c'est une phrase que j'emploie souvent, et Ouais. c'est vrai que moi je suis quand même assez effaré de voir ce manque de sérieux des dirigeants depuis des années, et là c'est en train de s'accélérer, donc vivement que ça change, qu'on reprenne le taureau par les cornes et qu'on sauve l'économie française. Alors Ouais, justement, je vous ai mis un petit graphique, Mm. slide suivant, pour voir que les perspectives, là tu vois, sur le directeur d'achat, l'indicateur PMI Oui. composite qui est sorti hier, ben voilà, on est Oui. encore sous la barre des 50. Mm. Donc on est toujours sur une baisse de Ouais. l'activité en Que France, ce soit dans les malheureusement. services ou manufacturiers, on est au-dessus des Exactement. 50. Mm. Services et industrie, Mm. on est sous les 50, donc on est en zone de récession. Alors, la vraie mauvaise nouvelle, c'est que, bon, en plus de cela, évidemment, c'est que l'inflation est en train de repartir à la hausse. Alors, je vous ai fait un petit graphique justement pour voir que les prix depuis 2 mois ont augmenté de 0,8%. Alors, c'est vrai que la courbe bleue, c'est le glissement annuel des prix à la consommation. Donc, l'inflation, elle se maintient, tu vois, on est à 0,8%. Bon, très bien, mais si on regarde la courbe rouge, c'est-à-dire l'inflation qui augmente au mois le mois, ça repart à la hausse. Et dans quoi ça repart le plus à la hausse? C'est le graphique suivant, regarde bien, Mm. c'est assez incroyable, c'est assez dramatique. C'est dans le secteur de l'alimentation. Mm. Tu vois, on a aujourd'hui une hausse de quasiment 24%, donc depuis janvier 2021, et en 4 mois, on a eu 1,6% de hausse des prix dans l'alimentation. Donc là, il y a Oui, quand même un c'est problème. On n'arrête énorme. pas de nous dire non, non, ça y est, ça va se calmer, ça va se baisser. Non seulement ça calme, ça baisse pas, ça continue d'augmenter. Alors on dit oui, l'énergie. On voit les prix du pétrole, on va en parler, ont plutôt eu tendance à baisser ces derniers mois. Et là, c'est quasiment pas répercuté. Et donc, ce qui veut dire que pour les ménages français, c'est très dangereux. Ça va évidemment continuer de faire souffrir la consommation, malheureusement. Alors, moi, je crois que j'ai préparé un petit graphique Et rapide là, sur la zone euro mm. pour vous montrer la bonne surprise, évidemment. On a eu 0,35% de hausse du PIB. C'est assez incroyable. Donc, voilà, Mm. il y a des magiciens maintenant chez Alors, Eurostat. Alors, si justement, on, c'est trois pays alors, qui tirent vers le haut. voilà, Mm. effectivement, si on regarde sur ce tableau justement les pays qui tirent le plus, bon, évidemment, il y a l'Irlande, alors ça, bon, 3,2% de croissance, bon, c'est Mm. particulier. L'Espagne et la Lituanie, voilà, même la Belgique, nos amis belges, on les salue parce qu'on sait qu'ils nous écoutent, Mm. voilà, 0,4%. L'Allemagne 0,2% et la France, donc voilà, 0,1% et en glissement annuel 0,8%. Donc voilà, nous, on tire plutôt vers le bas, mais là aussi, hein, sur les indicateurs avancés, on voit que ça ne va pas durer. On risque d'avoir malheureusement, je dirais, une baisse du PIB au cours des prochains mois dans la zone euro. Oui, oui, ça paraît assez évident. Alors maintenant, on va démarrer la dernière partie hein, sur les marchés. On va commencer par le pétrole, parce que le pétrole a enfoncé des niveaux hein, qu'on n'avait pas vus depuis 4 ans, hein, depuis 2021. On était Tout à dans fait. une lente glissade des cours. Alors, plusieurs explications. Évidemment, on a la baisse de la consommation, hein, avec cette croissance, on vient de le voir, qui est assez atone. Et de l'autre côté, la hausse de la production de l'OPEP. Hein. L'OPEP a annoncé plus de 400 000 barils jour d'augmentation. On attendait plutôt dans les 100-120 000. Et ça a engendré une forte chute sur les marchés, sur le marché du pétrole. Maintenant, ça se stabilise hein, depuis quelques jours. Voilà, quelle est ta vision, toi, Marc? Voilà.
Oui, j'ai eu beaucoup de questions justement sur ce Mm, thème. Alors là, on voit effectivement, là, c'est un petit peu remonté depuis 2 jours, mais au 5 mai, mm, on a toujours quand même touché 60 dollars le baril sur le Brent. mm, Donc c'était un plus bas depuis 2021. Donc ça montre bien que voilà, on a cette inquiétude qui est liée à la croissance mondiale. Donc je vous ai fait le graphique suivant avec mes prévisions de croissance mondiale. J'ai vu que le FMI est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur de mes prévisions. On se retrouve des 2,5% de croissance en 2025. Donc c'est pas la récession, c'est quand même un net ralentissement. On a eu hier également l'indicateur composite donc Monde, indicateur des directeurs d'achat, qui a encore baissé donc au mois d'avril. Donc ça montre bien qu'on a un ralentissement. Les Américains, les Chinois, la zone euro, le ralentissement même évidemment le Royaume-Uni et même l'Inde, hein. Alors on voit ce qui se passe avec l'Inde et le Pakistan, ça va pas arranger les choses, mais toujours est-il que globalement on a quand même un ralentissement de la croissance mondiale. Et comme tu l'as bien dit, la production pétrolière augmente là un petit peu, va même beaucoup. Donc c'est la règle de base de l'économie, hein. Si l'offre, je dirais, augmente plus alors que la demande baisse, évidemment, les prix ont mm, tendance à baisser. Donc il y a eu ce facteur d'ajustement, mais quand même, il faut rester extrêmement prudent. On a toujours des tensions géopolitiques, notamment, qui mm, pourraient générer une remontée des cours du baril. Moi, je rappelle toujours que le niveau d'équilibre du baril, avec une croissance mondiale autour des 3%, c'est plutôt autour des 70 dollars. Bon, là, donc, on est en dessous, 60 dollars, 62 dollars. mm. Je pense qu'on va se maintenir autour des 65 dollars, sauf évidemment en récession mondiale. Mais là, pour l'instant, on devrait éviter ce scénario catastrophe. Et comme on l'a vu, ça devrait s'améliorer progressivement aux États-Unis. On va éviter le scénario du pire sur les droits de douane, etc. Donc, ce qui veut dire que là aussi, le pétrole quand même va se stabiliser autour des 65 dollars. Et aussi, il y a des risques géopolitiques. Et d'ailleurs, c'est le dernier graphique que je vous ai fait pour vous montrer que l'or se maintient, hein. Donc, on a dépassé les 3424 dollars donc, le 21 avril dernier. On est repassé ensuite sous les 3300 et là, on revient vers les Mm. 3380 au moment où nous faisons cette vidéo. Donc, ce qui va me dire que l'or reste cette valeur refuge, cette fameuse poire pour la soif, comme je le dis souvent. Donc, pour bien dire que on a ces inquiétudes et donc il faut garder cette valeur refuge parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau boursier également, même si ça va mieux. Donc, ce qui veut dire que le fait que l'or reste élevé, ça montre bien qu'il y a toujours une inquiétude au niveau mondial. Et donc, sur le baril, voilà, pas de nouvelles baisses, mais on va rester autour entre 60 et 65 dollars le baril. Voilà ce qu'on peut anticiper aujourd'hui en fonction de la réalité Mm. économique. Oui, effectivement, après sur l'or, on voit qu'on a eu une stabilisation parce que les cours aussi, les cours des actions ont remonté. Donc on a eu cette stabilisation de l'or sans véritable correction, hein. Finalement, on est repassé au-dessous des 3300 dollars, mais c'est vraiment à la marge. Et là, et hier, on a repris 2% sur les cours, ce qui fait que, on se redirige finalement vers les plus hauts. Maintenant, je vais juste terminer avec les marchés actions, on va dire. Eh bien, après un mois d'avril vraiment chaotique, hein, parce qu'on a eu, comme vous le voyez, donc une chute vertigineuse, hein, du S&P 500 qui a perdu 12,5% en l'espace de 3 séances. Et derrière, l'indice a eh bien, entamé une remontée. Et pour finalement atteindre les mêmes niveaux que le 2 avril. Donc on est revenu au niveau pré-annonce, hein, des droits de réciproques. Et on est maintenant entre deux eaux, puisque on a quand même entamé une remontée assez remarquable. Et maintenant, il va falloir de nouveaux catalyseurs pour continuer ce rebond. Voilà, alors, juste, je voulais montrer que justement, le S&P a enchaîné 9 séances de hausse consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis 2004, hein. Donc, ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas vu une remontée aussi violente. On reste toutefois sous la moyenne mobile à 200 jours, hein. Donc, sur ce graphique, vous pouvez le voir. Donc, on n'est quand même pas sorti d'affaires. Maintenant, euh, voilà, on a une remontée extrêmement violente, donc on pourrait repartir à la baisse. Je pense qu'on a quand même la place pour rebaisser un petit peu, mais pas de tendance. Maintenant, on va naviguer, on va dire, entre 5100 et 5700. C'est une borne assez large sur le S&P 500, mais voilà, de la prudence puisque la volatilité est toujours extrêmement forte. Oui, voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on Mm, va avoir une volatilité extrêmement forte. On l'a bien vu, c'est-à-dire que bon, on a eu l'effondrement, mais si tu regardes
tu montes un peu plus haut sur le graphique, justement, on a quand Mm. même eu la baisse de la fin de l'année dernière qui est toujours là finalement. Oui, oui, tout Donc à fait. on n'a pas Même- corrigé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu ces excès, on a eu Mm. cette correction. Après, c'est vrai que le discours de Trump très violent, évidemment, a fait peur à tout le monde. Il s'est ensuite calmé. Donc là, on revient vers des niveaux, on va dire, d'avant crise. Mais il y a quand Mm. même beaucoup de dangers. On vient de le voir sur la croissance, au niveau géopolitique, donc au niveau également des cours du pétrole, au niveau des taux d'intérêt. Donc voilà, il faut quand même rester extrêmement Mm. prudent. La volatilité va rester très très forte. Et ce qui va compter, bien sûr, ce sont les résultats des entreprises. Voilà. Et comme on a un ralentissement, attention, il y a Mm. également, je pense, un grand danger sur l'Europe, hein. On n'en parle pas trop, mais on voit bien que l'Europe est un petit peu bloquée. Je parle tout à l'heure de la France. La France est bloquée. Voilà, on cherche des référendums, faire un référendum. Évidemment, il y en aura pas. Mais ce qui veut dire que le gouvernement se rend bien compte qu'il ne pourra pas continuer de gouverner sans majorité à l'Assemblée. Donc, on aura certainement des élections législatives donc au second semestre. Donc là, ça va créer de l'instabilité. On a vu hier en Allemagne, donc le nouveau chancelier Merz qui a eu du mal finalement à être élu alors qu'il avait largement la majorité par la coalition. Il n'a pas été élu du premier tour. Donc ça veut bien dire que finalement, on a quand même, il n'a pas les coups des franches. Il va devoir composer dans cette coalition. Donc ni l'Allemagne ni la France ne peuvent avancer rapidement et c'est ça qui est inquiétant pour l'ensemble de la zone euro. Donc on a quand même beaucoup de dangers. Il faut bien les regarder en face. Donc je pense que l'Europe, elle a mangé son pain blanc d'un point de vue économique et d'un point de vue boursier. Et maintenant, on risque d'avoir une reconnexion, parce que là, c'est vrai que l'Europe avait moins performé que l'Amérique d'un point de vue boursier ces dernières années. Là, ça allait un peu mieux depuis le début de l'année, mais là, l'Europe va repartir, je pense, sous effectivement la dynamique américaine. La clé, ça sera bien sûr l'euro-dollar. Donc, j'espère que Trump va arrêter d'être en faveur d'un dollar faible. Sinon, évidemment, là, ça risque de casser la stabilité américaine et même mondiale. Donc voilà, c'est à surveiller. Donc, restons quand même prudents. Mais je dis à chaque fois, sur le long terme, les meilleurs placements, ça reste bien entendu les marchés actions avec les dividendes réinvestis, l'or, et puis ensuite on a l'immobilier. Mm. Et en ce moment, ça reste quand même très très difficile, en particulier en France. Juste je termine parce qu'on a eu hier un chiffre assez incroyable sur la natalité en France. Je l'ai montré dans ma chaîne YouTube, c'est complètement fou. On n'a jamais vu ça, hein. C'est la première fois que ça arrive depuis la Seconde Guerre mondiale. Le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. Ah bon? On est à 9,2 enfants, donc naissances pour 1000 habitants, et 9,4 décès pour 1000 habitants. On n'a jamais vu ça. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Ça montre l'état de crainte sur l'avenir de l'ensemble des Mm. Français. Donc voilà, et ça, c'est pas bon non plus pour l'immobilier, bien entendu. Donc voilà, encore une fois, il faut rester prudent. On garde l'optimisme malgré tout, Mm. mais on va quand même vivre, je pense, pas mal de turbulences, notamment en Europe et en France, au cours des prochains mois. Mais on sera là pour vous aider à traverser ces Eh turbulences, bien oui. entendu. Oui, oui, tout à fait, on sera là, comme toutes les 2 semaines, pour vous expliquer et vous analyser tout cela. Mais merci Marc pour Merci à toi, merci à toutes et à vos tous, et analyses, profitez merci à bien. tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Salut! Bye.